Bienvenue à tous, bienvenue à ce nouvel épisode des rencontres de Training News, c'est l'épisode 14. Les rencontres de Training News, c'est des webinaires hebdomadaires pour mettre en avant chaque semaine une entreprise ou des professionnels du secteur et on alterne, vous le savez, entre corporate finance et conseil en stratégie. Aujourd'hui, c'est corporate finance et nous avons le plaisir de recevoir le fonds Abenex, en particulier Marie-Raphaëlle de Vissoc et Nico Scheiner, qui sont respectivement managers et chargés d'affaires au sein de ce fonds. Le programme du jour, je vais d'abord rappeler en quelques mots ce qu'est Training New et le contexte du webinaire. Ensuite, nous diviserons cette session en 3 parties comme d'habitude. D'abord, je poserai quelques questions à nos 2 invités qui vont nous permettre de balayer ce qu'est Abenex et les différences du fonds par rapport aux autres acteurs de la place. Ensuite, on fera un focus sur les process de recrutement au sein de Abenex, en particulier pour des stages, ce qui doit intéresser beaucoup d'entre vous. Enfin, on parlera un petit peu des missions en poste chez Abenex. Bien sûr, vous aurez comme d'habitude quelques minutes à la fin pour poser vos questions, interpeller directement nos 2 invités et vous pourrez lever la main, je vous donnerai la parole. Très rapidement, qu'est-ce que Training New? Training New a été cofondé par Yong Tieguan et moi-même en 2019. Vous avez quelques références sur nos parcours. On a fondé Training New sur la base d'un constat qu'on avait fait. D'abord qu'on était étudiant à votre place et qu'on cherchait des stages. Et ensuite, quand on était chez Lazare, on a fait passer beaucoup d'entretiens. Et ce constat, c'est le décalage entre les cours que nous avons eus à l'école, assez bons mais parfois un peu théoriques, et les exigences très concrètes des process de recrutement dans différents domaines, dont corporate finance et conseil en stratégie. Donc, depuis 2019, on est là, en fait, notre vision, notre ADN, c'est pas remplacer les cours de l'école, mais c'est plutôt les compléter avec des contenus très focus sur 2 points. Premièrement, le process de recrutement et sa clé de voûte, l'entretien, et aussi les skills opérationnels qui sont requises en poste. On a formé plus de 6000 étudiants depuis 2019. La grande majorité a suivi notre plateforme de cours en ligne. Il y a plus de 50 heures de formation, de contenu. Pour ceux qui connaissent déjà, vous savez. On a une cinquantaine de partenaires avec des assos étudiantes, des écoles et des entreprises. Et enfin, nos étudiants, nos alumni travaillent aujourd'hui dans beaucoup d'entreprises du secteur. Voilà, j'en ai fini avec ma petite présentation de départ. Je vous laisse la parole à Marie-Raphaëlle et Nico avec une première question qui est, est-ce que vous pouvez présenter en quelques mots Abenex et expliquer en quoi le fonds est différent des autres acteurs de la place. Voilà, merci à vous. Bonjour à tous, merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors, pour vous présenter un peu Abenex. Abenex, c'est une société qui est présente sur le marché français du capital investissement et du LBO depuis 1992. Le fonds est issu du spin-off des associés d'ABN AMRO Capital France qui ont réalisé leur propre LBO en 2008, donc sur CRID. Et il faut rappeler que Abenex est l'un des premiers fonds LBO de la place à Paris. Ensuite, pour vous présenter un peu les différentes activités du fonds, chez Abenex, nous sommes à peu près 42. L'équipe est en croissance constante. Et ces 42 personnes sont réparties en 4 équipes. Vous avez le fonds Midcap, qui est le fonds Flagenex. Le dernier fonds en déploiement étant notre fonds 6, qui vient d'être closé pour 600 millions d'euros. L'équipe Midcap investit des tickets entre 30 et 120 millions, donc des sociétés dont la valorisation va à peu près jusqu'à 300 millions, je dirais. Nous avons ensuite un fonds Small Cap, qui est notre fonds croissance, qui lui a des tickets plutôt de 5 à 30 millions d'euros. C'est un fonds qui aujourd'hui fait 125 millions d'euros. Et nous sommes en train de lever le nouveau fonds croissance, donc le fonds croissance 2. Nous avons ensuite une équipe opérationnelle, et notre équipe opérationnelle, c'est une équipe de consultants issus des cabinets de conseil en stratégie, en organisation. Et c'est une équipe mise à disposition gracieusement de nos participations pour aider les patrons et le management à travailler sur les sociétés. Ils ont des missions qui sont des missions en général d'optimisation, ça peut être des missions d'optimisation opérationnelle, de l'aide au recrutement des managers. Vous avez aussi des missions de réorganisation logistique, de rationalisation de l'immobilier. Ils font aussi du soutien pour le développement commercial. Ils accompagnent dans la transformation digitale.
Ils accompagnent aussi sur toute nos croissances externes et leur intégration. Donc ça, c'est notre équipe opérationnelle qui est une des spécificités d'Abenex. Abenex, quasiment dès sa création, a eu une équipe opérationnelle et c'est un vrai plus dans nos process parce que les managers sont très, très preneurs justement de cet accompagnement opérationnel réel et tangible. Et ensuite, on a une équipe d'investissement immobilier. Donc ça, c'est un métier un peu à part. Et notre fonds, nous en sommes à la levée de notre second fonds immobilier. Ensuite, donc juste pour conclure, on a à peu près un peu plus de 1,2 milliard d'actifs sous gestion aujourd'hui. Alors, ensuite, j'enchaîne peut-être pour vous présenter la stratégie d'investissement d'Abenex. Oui. On va dire que nous, notre stratégie, elle est simple. On regarde des sociétés qui sont globales ou alors avec une thèse d'expansion plutôt à l'échelle européenne aujourd'hui. On regarde des sociétés qui sont généralement leaders sur des secteurs à forte barrière à l'entrée, sur des secteurs de niche. Et nous, chez Abenex, ce qu'on fait, ce sont des deals de croissance. On n'est pas du tout sur des deals d'optimisation. On prend des sociétés qui sont des marchés en croissance. Et notre objectif, c'est d'accompagner des croissances de top line en les aidant opérationnellement à être le plus efficace possible. Mais on n'est pas du tout sur des deals d'optimisation voilà, avec de la coupe dans les coûts. Ce n'est pas du tout notre thèse d'investissement. Ce qu'il faut rappeler aussi chez Abenex, c'est qu'on n'a pas le label Impact, mais on a une approche qui est systématiquement ESG. Ça se traduit dans le fait qu'aujourd'hui, on vient d'obtenir le label B Corp. Donc, on est le premier fonds mid-cap de la place à obtenir un label B Corp. Voilà, c'est le label B Corp. Vous n'êtes peut-être pas familier avec ce label, mais il a été lancé en 2006 et c'est un label américain à l'origine et qui met en exergue, en fait, on a eu une analyse de toute notre stratégie d'investissement, on a répondu à des centaines de questions sur toutes nos actions, sur nos participations et on a obtenu un score qui nous permet d'obtenir le label haut la main et qui montre qu'on a un impact social, environnemental sur nos sociétés et qu'on a une gouvernance éthique. Voilà. En termes, je ne sais pas si tu vois d'autres points, Nico. Non, non, non. Si j'enchaîne un peu sur notre expertise sectorielle, on est de manière générale généraliste et curieux par nature. Néanmoins, on a 3 secteurs de prédilection. On a la santé et le bien-être, on a les services, plutôt B2B, et on a la sécurité. Globalement, si vous regardez notre portefeuille, nos participations rentrent dans un de ces 3 axes sectoriels. Voilà. Et pour conclure sur le thème de la présentation d'Abenex, en termes d'organisation d'équipe, donc vous avez 2 équipes d'investissement, une équipe mid-cap et une équipe small-cap. Bon, et je ne parle pas de l'immobilier qui est un métier un peu à part. Et l'équipe mid-cap, donc sur notre fonds flagship, on a 6 partenaires pour vous expliquer un peu la structure de l'équipe, 2 directeurs, 2 managers, 5 chargés d'affaires et 1 analyste. Et on fonctionne avec un pool de 2 à 3 stagiaires en permanence. Alors, merci beaucoup à Marie-Raphaël pour cette introduction très, très complète. Pour les stagiaires, on va reparler du processus de recrutement un peu plus tard. Mais pour continuer sur la présentation, Nico, est-ce que tu peux nous donner quelques exemples d'investissements récents réalisés par Abenex, peut-être par chaque équipe? Oui, bien sûr. Alors, je cite des exemples sur des deals qu'on a fait l'année dernière ou cette année. Au début de l'année, on a acquis Denteka, qui est une chaîne de centres dentaires, en fait. Chez Abenex, en fait, on a une expertise là-dedans. On avait acheté Point Vision, qui sont des centres ophtalmologiques, en 2013. On est sorti en 2021, du coup, on est assez familier avec ce sujet. Pour un investisseur comme un fonds d'investissement, c'est un secteur santé, du coup, par définition, résilient, notamment dans un contexte comme actuellement des crises. Et en fait, il y a une vraie thèse
de croissance, c'est-à-dire c'est un marché qui est atomisé aujourd'hui avec des centres dentaires partout, détenus par des médecins. Et du coup, l'idée, c'est vraiment de consolider ce marché-là et de permettre en fait aux dentistes de ne plus s'occuper des tâches administratives, mais de vraiment miser sur la valeur ajoutée qui consiste au conseil et aux consultations et pour Danteca, du coup, dans le domaine dentaire. Et un peu pour compléter ce que dit Nico, c'est que la thèse, c'est qu'aujourd'hui, le dentiste qui sort de son école, il n'a plus tellement envie d'être libéral, d'avoir à faire un investissement de départ pour installer son cabinet. Il aspire à être salarié et à rejoindre un centre où il pourra optimiser son agenda, il pourra travailler 3 jours sur 5 par semaine, il aura des congés payés, il ne s'occupera pas de son administratif, il n'achètera pas son matériel. Et ça répond en fait vraiment à une tendance qu'on observe aujourd'hui sur les jeunes populations. Et donc c'est pour ça que le business model de Danteca aujourd'hui est en très forte croissance et il y a énormément de dentistes qui ont ouvert leur centre dentaire. Et donc comme dit Nico, c'est vrai qu'il y a une thèse de consolidation du marché très forte. On voit ça dans d'autres domaines de santé, hein. Je cite juste les vétérinaires ou les radiologues. C'est des marchés qui se consolident très vite et où il y a l'arrivée des fonds d'investissement depuis peu de temps, mais ça s'accélère depuis 1 à 2 ans. Voilà. Et peut-être un deuxième exemple, c'est un investissement qu'on a fait en Italie, qui s'appelle Di Marco. Je rejoins, plus tard, on parlera un peu de la stratégie dans les prochaines années d'Abenex. C'est notre premier investissement à l'étranger, pareil, très récent. C'est une société basée à Rome qui fait des pastes Pinza. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un produit qui est différent des pâtes à pizza, à base de soja et l'eau également et du blé. Du coup, plus facile à digérer. Et du coup, ça s'inscrit un peu dans le contexte bien-être et la recherche des consommateurs de mieux consommer aujourd'hui. Euh, et la société dans laquelle on a investi, ils ont inventé ce produit. Du coup, ils sont clairement leaders mondiaux sur ce marché-là. C'est exactement ce qui nous a séduit. Et du coup, là, la thèse, pareil, c'est de faire connaître ce produit dans les différents marchés européens et mondiaux et du coup de croître et de développer dans des nouveaux pays et marchés. Actuellement, elles sont en Italie et elles sont également en France et l'idée, c'est de faire vraiment ouvrir un réseau mondial et de distribuer ce produit à travers du monde. Pour vous en dire un petit peu plus sur le contexte, en fait, c'est que c'est une famille qui a monté cette société avec un monsieur qui, à l'origine, était un boulanger, qui a inventé une recette, qui a cartonné, puisqu'aujourd'hui, il fait quand même 40 millions de ventes avec une usine à la pointe qui emploie plus d'une centaine d'ouvriers. Et donc, ce monsieur, il s'est retrouvé, cette famille, en fait, c'est un monsieur et ses 2 filles et ses 2 fils, sa femme aussi travaille dedans. Il s'est retrouvé avec, on va dire, cette pépite dans les mains et il s'est dit, bah voilà, maintenant, à cette phase de développement de mon activité, j'ai besoin de cheveux gris, de gens qui ont de l'expérience, de gens qui vont m'aider à me déployer à la fois dans le retail, dans la restauration et sur d'autres géographies. Et c'est pour ça qu'il cherchait un accompagnement et qu'il a choisi le fonds Abenex, qui est un fonds européen. On avait de l'expérience, on a eu grand frais dans notre portefeuille. Avec lequel d'ailleurs on a mis en contact pour se déployer. Et donc, c'est exactement pour ça qu'il est venu nous chercher pour l'aider dans son déploiement. Et aujourd'hui, on l'aide à structurer son équipe, à recruter le management qu'il lui faut, à structurer son équipe commerciale. Voilà. Par exemple, sur notre premier deal italien qu'on a fait cet été. Je donne un troisième exemple. EDL, par exemple. EDL, c'est une société qu'on a acquise l'année dernière.
qui est une société de logiciels à destination des radiologues. Donc, c'est à la fois de la santé et de la tech. C'est, on va dire, deux sous-jacents très porteurs. Et pareil, c'était une société qui avait été fondée par 3 personnes, dont 2 sont encore aujourd'hui opérationnelles dans la structure et qui sont venus chercher Abenex pour les accompagner dans leur développement. Et aujourd'hui, ils ont une thèse qui est de devenir l'acteur principal dans le secteur de la radiologie au niveau européen. Donc, ouais, il y a une thèse de buy and build, et puis c'est une société qui a une très très belle dynamique commerciale. Voilà. Après, dans notre portefeuille, on a aussi des cabinets des sociétés de conseil, on a des sociétés de congrès médicaux, on a des boîtes de distribution, on a des boîtes de produits de sécurité. Enfin, on a un portefeuille relativement diversifié autour des 3 axes qu'on vous a cités. Alors, merci à tous les deux pour ces 3 exemples. Marie-Raphaël, on va poursuivre avec une autre thématique, une thématique d'actualité. Le private equity subit actuellement un net ralentissement lié au contexte difficile, à la fois géopolitique, avec la guerre en Ukraine, et puis économique, les tensions inflationnistes, le resserrement des politiques monétaires des banques centrales qui complexifient le financement. Dans quelle mesure l'activité de Abenex est-elle impactée par cet environnement? Alors nous, on a la chance d'être sur une taille d'investissement où le financement c'est pas encore tarif. Donc, on n'a pas de problème aujourd'hui à se financer. Le dernier deal entre le signing et le closing, on a réussi à le financer en 3 semaines. On n'a pas de tension là-dessus. Ce qui est vrai, c'est que le coût de l'endettement a monté, donc ça joue sur les returns. C'est sûr, mais c'est pris en compte. Et chez Abenex, on fait des leviers raisonnables sur nos sociétés. Après, sur ce qui est de l'inflation et du coup de la santé financière de nos sociétés, on a un portefeuille qui est plutôt résilient, qui n'est pas très B2C, donc ça joue. Ou alors, on est sur des produits niches à forte valeur ajoutée, et donc notre sensibilité au prix, la sensibilité au prix de nos clients est assez faible. Et après, sur l'inflation de notre structure de coûts, elle est là. Mais comme on a justement la chance d'être plutôt sur des clients pas aussi sensibles que le consommateur moyen au prix, on arrive à passer les inflations. Ce qu'on sait, c'est que 2023 sera sûrement plus impacté que 2022 sur notre portefeuille. Mais on en tient compte. Et en termes de deal flow, le deal flow, on le voit, c'est un peu ralenti. Néanmoins, il reste quand même dynamique. Il y a des beaux actifs. En fait, dès qu'un actif est résilient à la crise, c'est finalement une belle opportunité de sortie. Donc, il y a des choses, c'est juste que les sociétés sont plus bataillées et que nous, on est beaucoup plus, enfin, on est toujours, mais on est encore plus précautionneux dans notre approche et dans nos due diligence. D'autant plus que nous, on a eu très belle dynamique. Cette année, on a closé 5 deals et du coup, on n'a aucune pression malsaine à déployer. Voilà. Pour l'instant. Alors justement, sur la dynamique, Nico, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la stratégie ou de la vision d'Avenex pour les prochaines années? Ouais. Alors, je pense qu'il faut distinguer les 2 visions. La première, c'est à court terme. En fait, le court terme, c'est bien gérer la crise, être proche de nos participations, les aider à prendre les bonnes décisions dans un contexte que souvent nos dirigeants et les dirigeants de beaucoup de sociétés n'ont pas connu, un contexte inflationniste. Et au sens plus large, Abenex même, la stratégie et la vision des prochaines années est axée sur 2 choses. La première, et c'est pour ça que j'ai cité notre premier deal en Italie, c'est de faire des transactions à l'étranger et de devenir un fonds pan-européen. Du coup, Di Marco en Italie, c'était la première étape et maintenant, il faut qu'il y aura des investissements également à l'étranger dans les prochaines années. Et la
Deuxième axe, c'est être ou rester précurseur dans l'approche RSE. Comme Marie-Raphaël le disait, on était la première fois mid-cap à obtenir le label B Corp. Et en fait, nous, on veut vraiment axer là-dessus pour aider nos entreprises, pareil, à prendre les bonnes décisions, les décisions basées sur une approche RSE. Et du coup, on met tout en œuvre pour faire cela. Prendre un exemple, on a chaque année un comité qui regarde ces aspects-là avec les dirigeants des sociétés et à décider quelles sont les prochaines étapes pour se développer et peut-être améliorer ou continuer à s'améliorer dans ce contexte-là. Merci beaucoup, Nico. Alors, on va passer maintenant à la deuxième partie de ce webinaire, les process de recrutement. Marie-Raphaël, quel type de profil recherche Abenex, à la fois en termes de formation, d'expérience précédente professionnelle, quels stages sont valorisés quand on postule chez Abenex sur le CV, et aussi d'autres expériences potentielles qui peuvent être pertinentes sur un CV quand on postule pour un stage chez Abenex. En termes de formation, nous, on vise les top 5 des écoles de commerce, Dauphine et des écoles d'ingénieurs. Ça, c'est les profils qu'on recherche et qui sont représentés aujourd'hui chez nous. On a moins souvent des gens d'école de commerce, mais on pense que c'est une vraie richesse, une approche différente et c'est intéressant. D'école d'ingénieur. D'école d'ingénieur, pardon, j'ai dit d'école de commerce, d'école d'ingénieur. Donc voilà, globalement, les top écoles de commerce. Et en termes d'expérience requise, en fait, le métier du private equity, c'est compliqué d'y rentrer sans expérience professionnelle. C'est bien d'avoir été formé dans des endroits avec des process bien structurés. Sinon, je pense que la durée de ramp-up serait trop longue par rapport à la durée d'un stage. Et nous, on recherche vraiment une première expérience en M&A, en PI ou en TS. Et une belle expérience dans dans ces trois métiers, c'est presque plus important que la formation. C'est vraiment absolument nécessaire. Ah, justement, Marie-Raphaël, est-ce qu'il y a des postes ouverts en ce moment? Et si oui, comment y postuler? Alors, chez Abenex, on fait plus du recrutement, c'est un peu cliché ce que je veux dire, mais un peu plus coup de cœur opportuniste, c'est-à-dire qu'il y a assez rarement des postes ouverts. On a recruté dans nos chargés d'affaires, par exemple, je vais prendre l'exemple de Nico ou de nos autres chargés d'affaires. On a 2 personnes qui viennent de banque d'affaires et 2 personnes qui ont commencé en stage chez nous. Et dans les personnes en banque d'affaires, Nico, par exemple, a travaillé avec Abenex sur Point Vision. Et Abenex a été séduit par la qualité du travail de Nico et m'a invité à rejoindre l'équipe. Moi-même, j'étais chez 8 Advisory en TS. J'ai travaillé sur Europa Group. Et à l'issue de cette mission, Abenex m'a invité à rejoindre l'équipe. Donc, généralement, Abenex recrute des gens avec lesquels ils ont déjà noué une relation et qui connaissent. Donc, il n'y a pas de poste ouvert officiellement. Néanmoins, et on l'a vu dans les plans qui nous ont été présentés, dans la stratégie de l'équipe, il y a des besoins reconnus en termes d'analystes. Et donc, il y aura des postes à pouvoir, il y a des opportunités de conversion de stage en CDI, c'est une évidence. Et pour les stagiaires, enfin, est-ce que vous recherchez des stagiaires en ce moment? Si oui, combien? Et est-ce qu'il y a des offres qui sont publiées sur les job boards ou autres? On est un peu en processus de recrutement continu de nos stagiaires, parce qu'on en fait rentrer tous les 3 mois. Et on a un pool entre 3 et 4 stagiaires entre notre équipe small cap et mid cap. Notre pool de stagiaires est commun entre le small et le mid cap. Et donc, on tourne à 4. Donc, disons qu'il y a 2 postes qui étaient ouverts. Il y en a 2 pour mars. Donc, les 2 de janvier sont pourvus, évidemment. On en a 2 pour mars. Et après, on recommencera en juin. Enfin, on en a à peu près tous les 3 mois, on a 2 postes ouverts. Alors, quand on passe le screening, justement, après, comment se déroule le process de recrutement? Ah ouais,
Normalement, je parle pour les stages, pour les postes on s'est dit, c'est plus opportuniste. Pour les stages, on a, comme Marie-Raphaël disait, tous les 3 mois, on ouvre un process de recrutement pour normalement 2 stagiaires. Normalement, nous, on screen du coup les CV. On sélectionne environ une dizaine qu'on invite au premier tour. Le premier tour aura lieu avec 2 chargés d'affaires. Et après, un deuxième tour, qui normalement avec un nombre plus réduit, environ 5-6, du coup avec un manager ou une manager. Voilà. Sur l'entretien même, c'est un mix entre fit du coup, et technique. Du coup, normalement, ça dure entre 30 minutes et 1 heure. C'est assez classique. Ça commence avec une présentation d'abord de nous, parce que c'est aussi important pour les stagiaires de connaître qui ils font face. Pareil, après des stagiaires avec un focus sur les écoles qu'ils ont fait, sur les expériences professionnelles. Et là, on rentre souvent un peu dans le détail, quelles sont les tâches qu'ils ont fait, avec combien de personnes ils ont travaillé, est-ce que c'était qu'avec les juniors, qu'avec les seniors, etc. Pour mieux comprendre quelles sont les tâches qu'ils ont accomplies, sur quels sujets ils sont peut-être des vraies valeurs ajoutées, sur d'autres sujets où ils sont peut-être encore à une courbe de progression. Et après, normalement, on va sur quelques questions techniques, du coup, un mini-cas, quelques questions techniques qui sont assez classiques, mais autour du métier d'un fonds d'investissement. Et après, on essaie de vraiment faire l'entretien comme une discussion, en fait, parce que pour nous, le fit est très important. Les stagiaires sont impliqués dans notre équipe, ils font partie de l'équipe. Et du coup, le fit est très important pour nous. Du coup, c'est un mélange un peu des deux. Voilà. Pour rebondir sur ce que dit peut-être Nico, c'est que quand Nico dit le stagiaire fait partie de l'équipe, c'est vraiment, c'est particulièrement vrai chez Abenex. On n'a pas un pool à qui on lance des tâches sans queue ni tête. Lorsqu'il y a un deal, le stagiaire, il fait vraiment partie de la deal team. Une deal team classique, c'est un partenaire, un directeur ou un manager, un chargé d'affaires ou un analyste et un stagiaire. Donc, le stagiaire, il fait vraiment partie de l'équipe et les stagiaires chez nous assistent à tous les comités, de même que tout le monde. Ils peuvent participer à tous les comités, intervenir dans les comités. Donc, ils sont vraiment partie prenante de l'équipe et c'est pour ça que le fit est essentiel et que nous, on va juger, même au-delà de la maîtrise technique, le bon sens en fait, et la capacité, même si tout n'est pas maîtrisé, parce qu'évidemment qu'il y a certaines choses qui ne sont pas acquises à ce stade de l'expérience du stagiaire, montrer qu'on est capable de rebondir et d'avoir un raisonnement logique, c'est le plus important. Alors, Marie-Raphaël et Nico, quels conseils donneriez-vous à un étudiant qui sera en process de recrutement pour se différencier chez Abenex? D'être naturel et de montrer sa motivation et de faire preuve de curiosité pour Abenex, d'avoir travaillé les participations, d'être capable d'avoir un avis, de l'exprimer, de l'argumenter, quel qu'il soit. On a le droit de dire que tel ou tel investissement surprend, expliquer pourquoi. Voilà, je pense que c'est le plus important. En fait. Ouais. Alors, merci, on va passer à la troisième partie du webinaire, l'émission en poste. Nico, est-ce que tu peux nous donner la journée type d'un stagiaire ou d'un junior chez Abenex? Ouais. La réponse, il n'y a pas une journée type, en fait. C'est ça qui fait un peu notre métier. Nos stagiaires font partie normalement d'un open space, du coup, avec d'autres juniors, du coup, les analystes ou chargés d'affaires. Du coup, ils sont pleinement intégrés dans l'équipe et tout dépend un peu sur quelles tâches ils sont actuellement staffés. Forcément, il y a souvent un travail de recherche. Mais les tâches, et ça, c'est pour ça que moi, personnellement aussi, j'ai rejoint un fonds d'investissement, sont très variées. On peut, comme Marie-Arvel disait, faire partir d'un deal team. Du coup, c'est vraiment assez normé en disant pas un banque d'affaires derrière. Du coup, il y a souvent phase 1, phase 2. Et du coup, le stagiaire aide souvent les juniors
sur des recherches sur la société, sur le marché. Il y a la rédaction de la note d'investissement, en fait, qui est présentée au comité. Du coup, les stagiaires aident vraiment à rédiger cette note. Et ce qui est important derrière, ils participent aussi au comité. Du coup, ils vont voir la discussion entre les associés et entre toute l'équipe autour de l'opportunité d'investissement. Parfois, ils sont amenés à travailler sur des participations, à la fois avec l'équipe d'investissement ou avec notre équipe opérationnelle. Je prends l'exemple de la stagiaire qui vient de terminer son stage. Elle a travaillé sur une de nos participations pour voir, analyser les marchés dans d'autres pays, pour voir quel est le marché le plus attractif pour cette participation, pour se développer dans ce pays-là. Du coup, c'est vraiment à la fois le côté investissement, où les stagiaires nous aident à analyser les sociétés et tous les chemins jusqu'à la prise de décision d'un investissement ou non, et à la fois travailler sur les participations. Et ce double casque, on les a tous, ou tous les collaborateurs chez Avenex, parce que c'est le métier ou le cœur du métier. C'est pas juste l'investir, c'est pas juste suivre les participations, c'est les deux à la fois. Pour reprendre l'exemple donc de Philippine, notre stagiaire qui vient de terminer, Philippine, elle a fait 2 deals sur ses 6 mois de stage. Elle a fait un deal en small cap, EcoScan. Elle a participé à un deal en mid TC et elle a travaillé sur la participation d'Imarco. Donc, elle a fait quand même trois missions très différentes. Et sur ITC, dont je parlerai mieux parce que j'étais dans l'équipe, elle a à la fois fait des analyses de marché et puis elle a participé à la rédaction des notes, comme disait Nico, mais elle a participé aussi à des analyses plus chiffrées dans des Excel, voilà, produire un peu d'intelligence sur des bases de chiffres qu'on peut récupérer en data room. Donc, c'est pour ça que le métier, enfin, que certaine rigueur aussi est de mise chez nos stagiaires, c'est que voilà, il faut aimer les chiffres, il faut être rigoureux, il faut savoir les traiter de façon carrée pour voilà, et pas simplement faire de la recherche. Il y a de la recherche et de l'intelligence de marché et de l'analyse chiffrée dans notre métier. Merci. Alors, du coup, Nico, tu as rejoint le Abenex en janvier 2022. Ça va faire quasiment un an. Quelle est la mission qui t'a le plus marqué depuis tes débuts et pourquoi? Je vais citer une transaction qu'on a faite, sur laquelle j'ai travaillé, en fait. Pourquoi ça m'a le plus marqué? Parce que, c'est un travail qui était récompensé, du coup. Notre métier d'un fonds d'investissement, c'est quand même d'analyser beaucoup de sociétés et parfois, on ne va pas jusqu'au bout. Du coup, là, c'était une société qu'on a achetée qui s'appelle Origine, qui est un distributeur de joints industriels avec une très grande rentabilité. Du coup, c'était vraiment de voir le process de A à Z, d'analyser la société en amont du process, participer au premier tour, soumettre une offre, participer au deuxième tour avec tous les conseils qu'un fonds a dans cette phase-là, financier, fiscal, social, juridique, etc. Et aller jusqu'au bout avec une offre ferme, en fait, et l'acceptation, mais ça ne s'arrête pas là. Et c'est pour ça que c'est marquant aussi, parce que après le signing, il y a la phase signing to closing, du coup, avec beaucoup de tâches administratives. Et maintenant, je rebondis sur ce que j'ai dit il y a 2-3 minutes. Maintenant, il y a la phase où c'est une participation de notre fonds. Du coup, là, on est en plein dedans d'analyser cette société. On est en plein d'échanges avec le DAF, comment améliorer le reporting, toutes ces choses-là pour vraiment suivre cette participation et la faire grandir. Et du coup, c'est pour ça que c'est la mission qui m'a le plus marqué. Ok, merci. Marie-Raphaël, le work-life balance, c'est une tendance qui est assez à la mode chez les étudiants et les jeunes diplômés. Quels seraient tes conseils? Enfin, déjà, comment on peut concilier un stage ou un CDI chez Abenex avec sa vie personnelle et est-ce que tu peux me parler de ton expérience sur ce sujet?
Je vais répondre que le work-life balance, c'est charge à chacun de le construire. Nico, il a une petite fille, moi j'ai 4 enfants. Tous les deux, on a réussi, je pense, on arrive à se construire un équilibre de vie qui fonctionne avec notre métier exigeant en termes d'investissement personnel. Chez ABNX, il n'y a pas de FaceTime. On est juste au résultat, pas au présentiel. Le télétravail, c'est une pratique, il est possible. Après, notre recommandation à tous les deux, c'est de l'utiliser avec modération quand on est jeune ou quand on est stagiaire, parce que c'est pas ce qu'il y a de plus efficace pour l'intégration dans l'équipe et pour la formation, mais il est tout à fait possible sans souci. Et après, je pense que le métier du capital investissement est quand même un peu plus linéaire que les métiers de M&A où on est toujours, il y a des pics très très intenses. Là, il y en a, mais un deal qui va jusqu'au bout, on en a allé 2 par an. Je veux dire, chacun à titre individuel, on va dire. Donc, une phase vraiment dure, une phase 2, voilà. 2 par an, ça dure 3 semaines, un mois, c'est un peu pénible. Mais ça se gère et le reste du temps, c'est beaucoup plus lisse. Donc, voilà. Vous pouvez nous poser des questions plus précises là-dessus. Ouais, mais pour nous, c'est quand même important. Et, normalement, il y a quand même des pots qui s'organisent entre nous jeunes, où il y a les stagiaires qui participent. Et c'est important quand même qu'il y a une vie personnelle à côté du travail, même pour les stagiaires, hein. Et pour le coup, c'est le cas. Ouais. Il y a foot tous les mardis soirs. Ouais. L'équipe court ensemble. Enfin, ceux qui veulent dans l'équipe courent ensemble tous les jeudis. Ouais, il y a des moments un peu institutionnalisés de partage. Donc, je pense que c'est quelque chose Mm. qui marche bien chez Benex. Alors, ma dernière question, avant de passer aux questions des étudiants présents, on a parlé de la qualité des bons candidats. Quelle serait selon vous la qualité d'un bon stagiaire chez Abenex? Je dirais, les qualités, on va dire, qu'il faut avoir un état d'esprit positif, être très rigoureux et témoigner d'une vraie volonté d'apprendre, d'une curiosité. Ouais. Super, merci Marie-Raphaël. Alors, avant de passer aux questions des étudiants, petit rappel pour ceux qui sont justement en process aujourd'hui, qui recherchent un stage pour 2023. Sachez que on a les packs Training New qui sont à votre disposition. Ils sont tous accessibles. C'est des abonnements mensuels sans engagement. Et vous retrouvez dans chacun des packs tout le contenu nécessaire pour réussir un process de recrutement en M&A, en private equity ou dans d'autres métiers en corporate finance. Bon, le pack Summer, c'est un pack qui est dédié au Summer Internship, c'est un peu différent. Dans les packs de luxe et premium, vous retrouvez des cours sur chaque thématique en M&A, comptabilité, bridge, valo, merger, LBO, etc. On vous déroule les questions principales posées en entretien et bien sûr comment y répondre pour chaque thématique. Des cours en corporate finance, dont en private equity. On a un cours sur LBO et un cours sur private equity. Et 2 cours sur les outils pratiques PowerPoint et Excel pour préparer les tests en ligne. Ça arrive pendant le process qu'on ait des tests en ligne. Et bien sûr aussi pour favoriser votre prise en main de ces outils pendant vos premiers mois comme stagiaire ou analyste. Il y a aussi beaucoup de questions d'entretien, cas pratiques, tests techniques pour mettre en pratique vos connaissances théoriques. On a aussi des fiches banques et des fiches fonds où on présente l'entreprise, on présente le process de recrutement, on fait une analyse des deals récents conseillés pour les banques et du portefeuille pour les fonds. Et on donne aussi parfois quelques questions d'entretien qui sont tombées récemment, tirées des comptes rendus avec nos anciens étudiants. Et la fiche Abenex sera présente très prochainement sur la plateforme Training You. On est en train d'y travailler. Voilà, enfin, vous avez le replay de tous les webinaires et des podcasts où en fait des professionnels vous donnent en fait des tips sur comment réussir vos process. Voilà pour nos packs. On va passer maintenant au Q&A. Alors, si vous avez des questions à poser directement à l'oral à Marie-Raphaël et Nico, n'hésitez pas à lever la main et je vous donnerai la parole. Et sinon, je vais passer au Q&A. Alors,
Pas de main levée pour l'instant, donc on passe au Q&A. On a une première question. Ah, si on a une main levée. Bon, du coup, je priorise la main levée. Baptiste, tu peux poser ta question. Ouais, merci beaucoup pour le temps que vous avez accordé à cette petite présentation. Donc, je me présente, je m'appelle Baptiste, je fais actuellement des études en finance, je touche à la fin de mes études. Et dans la première partie que vous avez abordée, donc sur le plan opérationnel, est-ce que vous pouvez revenir un peu plus en détail sur les actions que vous mettez en place pour accompagner un chef d'entreprise pour développer son entreprise, en fait, parce que vous n'êtes pas vraiment rentré dans le détail sur ce point-là, et ça Ouais. m'intéresse beaucoup. En fait, c'est comme une équipe de conseil en interne qu'on a. Du coup, les missions sont très variées selon la participation qu'on a. En fait, une société qui est hyper rentable, assez structurée, mais qui veut se développer à l'international ou qui veut faire des croissances externes, on va plutôt avoir des missions sur le sizing des marchés, l'analyse des marchés à l'étranger ou, pareil, la conduite d'une croissance externe. D'autres sociétés qui sont peut-être très familiales, qui sont moins structurées, mais les missions vont être plutôt autour de l'optimisation de l'organisation, être instaurer un reporting mensuel, structurer des KPIs, structurer peut-être des équipes commerciales ou en interne. Et voilà. Et après, je pense qu'il y a deux sujets qui sont un peu transversaux. C'est le sujet digital. Je pense que digital, ça touche à toutes nos participations. Du coup, il y a les réflexions là-dessus et, et RSE. Je pense que toutes nos participations regardent ces sujets-là et sont aidées par l'équipe opérationnelle. D'accord, merci beaucoup. On a une prochaine question de Erwan. Tu peux la poser. Bonjour, vous m'entendez? Ouais. Parfait. Merci beaucoup déjà pour votre temps. Alors moi j'avais une question plus un peu pour Nico. C'était par rapport, j'ai vu que vous aviez pu passer le CFA niveau 2 et c'était de savoir si ce cursus avait pu vous être utile, notamment pour travailler dans le private equity, mais aussi dans le M&A, et si vous le conseillez. Euh, alors, c'est forcément utile parce que c'est beaucoup de choses à apprendre dans le contexte de la finance. En toute honnêteté, c'est axé sur tous les métiers de la finance. Du coup, il y a aussi un côté marché, en fait, qui est non négligeable euh, sur les obligations, les actions, les options, etc., qu'on voit moins en private equity, mais qui aide quand même sur la culture financière, en fait. Mais là, actuellement, par exemple, je prends un exemple très concret, on a tous les sujets de couverture de taux pour se couvrir contre l'augmentation des taux. Ok. Et c'est un sujet, par exemple, avec des produits, des swaps, par exemple, qu'on va dans le cadre du CFA. Ok. Du coup, c'est un billet à un an en quelque sorte. C'est-à-dire, forcément, ça aide parce que c'est une formation. Ça aide peut-être plus pour quelqu'un qui rejoint une équipe marché derrière que quelqu'un qui est en private equity. Mais dans tous les cas, il y a des points qu'on apprenne et qu'on va maintenant en private equity également. Il y a la partie corporate finance, la partie compta. Forcément, ça aide aussi dans le travail quotidien. Ok, parfait. Merci beaucoup. Merci Erwan. Je passe à quelques questions du Q&A. Question de Grégoire. Vous parlez des top 5 écoles de commerce. Est-ce qu'un profil avec une école hors scope, accompagné d'une expérience en M&A et d'une AMPI, peut entraîner un recrutement en stage chez Avenex et in fine, potentiellement en CDI? Bien sûr, hein. Bien sûr, bien sûr. Ce que je disais, hein, les expériences, c'est presque plus important que la formation. Donc, il ne faut pas hésiter à postuler. Et sur l'offre en CDI, de toute façon, on vous l'a dit, ça se fait beaucoup au fit. Enfin, je pense que le jour où vient l'offre en CDI, ça fait 6 mois qu'on vous connaît. Donc, c'est plus un sujet.
Ça marche, merci Marie-Raphaël. Une autre question. Un étudiant qui est aujourd'hui en stage en M&A dans une BB, une bulge bracket, il est passionné depuis Midcap, il recherche un poste en full-time et il vous demande si c'est envisageable dans les prochains mois chez Abenex. Voilà. Est-ce que il y a régulièrement des recrutements en CDI? Eh bien, je pense que ça vaut toujours le coup d'envoyer une candidature spontanée parce que même si on n'ouvre pas forcément une chasse, on connaît nos besoins internes et donc il ne faut pas hésiter. Top. Autre question, j'enchaîne, hein. On vous demande si vous avez des stages de printemps ou avez-vous des programmes dans lesquels les étudiants peuvent passer du temps dans votre entreprise pour en savoir plus sur l'industrie pendant une courte période, 3 à 5 semaines. Donc, j'imagine que c'est un peu comme les Spring, on va dire, à Londres. Un accord de confidentialité peut être signé, ce serait pendant le temps libre des étudiants, pas un stage, mais une expérience professionnelle de volontariat. D'accord. Bon, pas peut-être un Spring ou un volontariat. Voilà. Est-ce que c'est courant dans le secteur? Honnêtement, non, pas du tout. Je pense que c'est beaucoup trop court en fait. 3 à 5 semaines, en fonction du moment où vous situez dans un deal flow, vous ne verrez pas grand-chose. Donc, honnêtement, on n'a jamais fait. Ça marche. Une question de… Oui, Et juste stage de printemps, ça voulait dire ça? Ça voulait dire stage ou ça voulait dire stage au printemps? Ouais, non, mais je pense qu'à mon avis, c'était plutôt effectivement ça, des stages de courte durée sur le modèle du Spring, où on fait beaucoup de En shadowing. summer, en Summer, M&A, en ouais. fait. Ok. Ouais, ou voilà. Ouais, je pense que c'est compliqué. En M&A, déjà, en summer, les stagiaires bossent 16 heures par jour, hein, pas notre philosophie. Et du coup, se détache très ciblé. Et nous, on essaye de donner une vision globale aux stagiaires. Et du coup, 3 à 5 semaines, c'est trop court. Hmm. Ok, prochaine question, une question de Hector. J'ai vu que vous avez un bureau à Lyon. Est-ce que le processus de recrutement pour les stagiaires ainsi que les missions sont les mêmes? Oui, ouais, ouais, tout à fait. D'ailleurs, notre équipe de Lyon, elle est souvent à Paris. Parfois, on fait des équipes de deal mixtes. Ouais, ils font vraiment, c'est la même chose. Ça marche parfait. Une autre question, est-ce qu'une expérience en audit, en Big Four, peut être suffisante pour passer les screenings? Tu as parlé, Marie-Raphaël, effectivement, M&A, PI, TS. Bon, bah, est-ce que l'audit est suffisant ou c'est, j'imagine, peut-être un peu derrière les 3 autres métiers que tu as mentionnés tout à l'heure? Je pense que ça vaut le coup de mettre une expérience en TS en plus parce qu'en audit, en plus, ça dépend du moment où vous l'avez fait. Il faut avoir fait une saison d'audit et puis je pense que c'est un peu léger. Ça marche. On a une autre question de Erwan. Pareil, un stage en equity research. Est-ce que c'est valorisé dans la sélection des candidats? Ou est-ce que c'est voilà, pareil, hein, un peu comme l'audit, un peu derrière les autres? C'est un peu derrière. Après, c'est une convergence de choses. Ça dépend si c'est fait dans une très belle structure et qu'après, vous avez une formation dans les écoles cibles. Enfin, ça vaut le coup d'essayer. Mais c'est vrai que c'est pas spontanément. En fait, on a un beau flux de candidatures, donc ça ressort pas en premier. Donc, Ouais. Après, si une fin VT, notamment les points à mentionner, il y a quand même des similarités avec notre poste. Ça marche. Prochaine question, peut-être un petit peu confidentielle, mais je la pose quand même. On vous demande des informations sur la rémunération au sein d'Abenex pour les juniors, fixe et bonus, peut-être par rapport aux standards de l'industrie. Voilà, comment vous vous situez? Ouais. Bah, en général, je pense qu'Abenex rémunère ses juniors au niveau de marché de private equity. Peut-être un point qui est intéressant et qui est un point de différenciation avec d'autres fonds, c'est tous les salariés de l'équipe d'investissement ont droit d'investir et du coup de recevoir d'investir en caride. Là où dans d'autres fonds, il y a uniquement à partir du niveau du manager les gens qui ont accès.
Ça marche. Une question plutôt pour Marie-Raphaël. C'est une question de Clément qui est actuellement analyste senior en TS. Comme tu as fait toi avant, Marie-Raphaël, est-ce que tu aurais des conseils pour Clément afin de décrocher un CDI en private equity sur ce move entre le TS et le PI? Alors, Clément, je ne sais pas si tu fais, je sais pas où tu fais du TS, ni si tu le fais sur du large, du mid, et est-ce que tes clients sont du corporate ou du PI. Le mieux, c'est d'essayer de se positionner sur des missions avec des private equity et d'avoir une vision large. Parce que si tu es sur du très large cap, tu auras vu qu'un petit bout. Et donc, ça va te donner moins de confort pour tes entretiens. Après, le TS, c'est un endroit, je trouve, où le private equity recrute de plus en plus. Je pense que c'était une formation qui était un peu plus méconnue il y a quelques années, moins regardée. Et là, aujourd'hui, dans les recrutements, c'est quand même un volant. Quand tu sors du TS, tu maîtrises un volant technique qui est assez confortable, on va dire. Et donc, si par ailleurs, tu as un mindset assez business qui te permet d'avoir les bons réflexes d'analyse, ça marchera très bien. Mon conseil, c'est quand même de faire quand même 2-3 ans pour capitaliser sur ton expérience en TS. Et après, tu peux postuler. D'abord, tu seras peut-être chassé. Je ne sais pas dans quel cabinet tu Alors, es. Marie-Raphaël, il est chez Deloitte à Paris. Et Petite chez précision, Deloitte. voilà, qui était rajoutée dans le questionnaire. Très bien. Et après, tu seras chassé. Et puis surtout, tu peux postuler ou contacter des chasseurs qui sont un peu les chasseurs qui, tu vois, je pense à Alvedis Conseil, par exemple. Il me semble qu'ils sont. Ils doivent avoir 60% du flux de recrutement en TS de la place. En TS, en PI de la place. Tu as quelques chasseurs, voilà, il ne faut pas hésiter à se mettre dans leur pool. Mais surtout, en fait, essayer de te positionner sur des missions en PI. Enfin, Deloitte, ils en font plein. Donc, Alors, une autre question un peu sur les stages précédents valorisés pour le PI. Alors, on a dit audit, on a fait equity research. Maintenant, c'est corporate banking. Alors, est-ce que c'est suffisant pour passer le screening? Une expérience en corporate banking. C'est vrai que c'est un peu comme l'audit, en fait. Un peu derrière, quand même. Ouais. OK. On a d'autres questions là-dessus, donc je ne les repose pas. On en a déjà parlé. Une autre question. Oui, combien d'opportunités d'investissement êtes-vous amené à étudier par an? Combien de ces potentiels d'investissement en phase 1 passent en phase 2? c'est une bonne question. Sur la conversion de phase 1, phase 2, 1 sur 2, non? 1 sur 2, 1 sur 3. En fait, la question, c'est, On a une offre ou pas déjà? Ouais, exactement. Oui, parce qu'en fait, si on pense qu'on va rien apporter à la société, que c'est hors scope et tout, on ne remettra pas d'LOI. Donc, en fait, on ne passera pas en phase 2, mais c'est notre choix. Après, une fois qu'on a mis les moyens et qu'on pense qu'on va y aller, on a un pourcentage de conversion assez fort, même très fort. Ce qu'il ne faut pas oublier, une bonne partie de notre métier est aussi de travailler sur des opportunités d'investissement qui ne sont pas en phase 1, en fait. Du coup, c'est en amont d'un process, ou après le process n'est peut-être pas lancé, ou il y a quelqu'un qui regarde également en amont, qui en gré à gré, ou on sent qu'il y a peut-être une situation, mais au final, les actionnaires décident de rester, ou la famille qui ne vont pas. C'est pas toujours juste en phase 1. Je pense que si c'est vraiment normé, phase 1, phase 2, comme Marie-Raphaël le disait, c'est 1 sur 2, mais il y a quand même pas mal d'opportunités qu'on regarde qui ne sont pas en phase 1, en fait. Et après, des choses qu'on regarde, en fait, on analyse beaucoup de sociétés, ça nous éduque sur plein de secteurs. En fait. Ouais. On regarde quoi, quinzaine, on étudie un peu sérieusement, mais sans forcément engager des due deals, une quinzaine de sujets chacun. Ouais. Et après, qui vont en phase de due deal, c'est plutôt une quinzaine, mais sur toute l'équipe mid, quoi. Ouais, je dirais, ouais. Ça marche. Merci pour vos réponses. On arrive tout doucement à la fin du webinaire. S'il n'y a pas d'autres questions, on peut peut-être clôturer là. Donc, en tout cas, merci à vous tous. Tu lèves la main. Ouais. Alors, Baptiste, je pense qu'il a déjà parlé. Baptiste, tu avais une autre question ou pas? Ah non. Non?
Je ne sais plus. Baptiste a relevé la main. Baptiste, tu peux parler? Je ne sais pas si tu as une autre question ou pas. Oui, désolé, j'avais une autre question, Ah, pardon, pardon. excuse-moi. Je voudrais savoir, entre les bureaux de Lyon et Paris, est-ce que les missions sont mutualisées? C'est-à-dire que, par exemple, un stagiaire qui va être sur les bureaux de Lyon va pouvoir travailler avec une équipe de Paris sur un même deal, en fait. Ça peut arriver. Je pense que c'est pas ce qu'il y a de plus facile de ne pas avoir son équipe à côté de soi. Euh, mais parfois, les équipes sont mixtes, c'est-à-dire que le partenaire de Lyon peut se retrouver à étudier un deal avec un directeur ou un manager à Paris. Nico, Origine, qui l'a fait, c'était partenaire de Lyon, un manager de Lyon, et Nico était chargé d'affaires à Paris. Voilà. Et moi, j'étais à ce moment-là, l'équipe lyonnais avait une stagiaire, mais du coup, qui était amenée à beaucoup travailler avec moi, en fait. D'accord. Ok. Le stagiaire, en fait, il faut quand même qu'il soit à minima à côté du chargé d'affaires parce que sinon, on ne mettra pas le stagiaire tout seul dans une pièce à Lyon avec toute une équipe à Paris. Ok. Ah, parce que moi, j'ai travaillé au CIC Conseil en M&A et le fonctionnement était similaire, en fait. C'était comme ça. Enfin, on pouvait être à Lyon et travailler avec le bureau de Paris, en fait. Donc, c'est pour ça, vu que vous avez une antenne à Lyon, je voulais savoir. Ouais, mais après, il faut savoir que normalement, le stagiaire à Lyon, au moins dans le deal team, il y a un minimum une personne en plus qui est à Lyon. Soit l'associé, soit, Ok. soit directeur ou chargé d'affaires. Et bon, pour Ok, l'instant, il n'y très a pas bien. de poste de stagiaire ouvert à Lyon. Ouais. Ok. Très bien. Bah, merci beaucoup, en tout cas. Voilà, peut-être on peut clôturer là le webinaire. En tout cas, merci à tous d'avoir participé et suivi cette session. Un énorme merci à nos deux invités, Marie-Raphaël et Nico, pour leur temps et les précieux conseils qu'ils vous ont donnés. Nous, moi, je vous dis à la prochaine. On a une petite trêve de 15 jours pour les vacances. On reprendra ces webinaires hebdomadaires à partir du 11 janvier, il me semble. On sera sur le conseil en strat. On aura un consultant actuel qui bosse au BCG. Voilà, partie conseil en strat. En attendant, n'hésitez pas à suivre notre page LinkedIn. Pour ceux qui ne le font pas encore, on met beaucoup d'actualités et c'est toujours intéressant d'être acculturé au secteur quand on veut y travailler. Et pour ceux, bien sûr, qui aimeraient mettre à profit leurs vacances de Noël pour commencer à réviser ou booster leur préparation, n'hésitez pas à nous retrouver sur nos pages. On sera très heureux de vous aider. Voilà, un grand merci encore, Marie-Raphaël et Nico, et je vous souhaite une excellente fin de journée.